Ok, alors merci à tous d'être venus à cette table ronde de ce matin. Voilà, j'espère il y a encore des personnes qui arrivent. On va les laisser arriver tranquillement et débuter tout en douceur. Merci donc, on est réunis pour répondre à cette question autour des EDR, XDR, MDR, solutions miracles pour nos hôpitaux. Alors, puisque c'est une question, eh bien écoutez, ça implique une réponse et je vais tout de suite briser le silence parce que la réponse à cette question, c'est non. Ces outils ne sont pas une solution miracle pour les hôpitaux parce que bien sûr, s'il y avait une solution miracle, eh bien ça se saurait. On serait tous équipés de cette solution et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais vous le savez, en termes de cybersécurité, eh bien ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un jeu constant du chat et de la souris avec des experts comme vous qui cherchent à avoir une longueur d'avance constamment et de l'autre côté, eh bien des attaquants qui cherchent à être toujours de plus en plus furtifs, à trouver de plus en plus de portes dérobées, de vulnérabilités à exploiter. Et donc c'est une quête qui n'aboutit jamais. Et c'est pour ça que l'arsenal se doit d'être toujours en constante évolution. Et donc les EDR, XDR, MDR sont une nouvelle brique, une brique en tout cas récente de cette protection qu'on souhaite apporter pour lutter contre la cybercriminalité. Mais ça ne fait partie que d'une brique et bien entendu ça ne peut pas être considéré comme une solution miracle. Alors cela étant dit, heureusement on ne va pas s'arrêter là parce que sinon on pourrait tous se dire au revoir. Mais on va trouver quand même beaucoup de choses à se dire. C'est un sujet qui finalement est vaste et donc si ces outils ne sont pas une solution miracle, on va essayer de réfléchir un petit peu à comment ces outils agissent, comment ils agissent sur la protection. Est-ce qu'ils sont pertinents et adaptés pour le domaine spécifique de la santé? Et vous êtes nombreux aujourd'hui à venir bien sûr de ce domaine-là parce que c'est une question primordiale pour protéger nos établissements de santé. Comment, pour ces outils, l'intelligence artificielle intervient? De quelle manière elle contribue à la lutte, à cette protection? Et puis de manière plus pratique, quels sont éventuellement les critères de choix et quelles sont les précautions surtout à prendre quand on déploie et utilise ce type d'outils? Pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés 4 experts que j'ai chacun eu en préparation et je vous avoue que les débats s'annoncent passionnants et riches. Nous avons Vincent Trelli, bonjour. Vous êtes président et fondateur de l'APSIS, donc l'association pour la sécurité des systèmes d'information de santé. Vous êtes donc expert du numérique en santé. À vos côtés, Quentin Letiec, expert cybersécurité au CERT Santé. Merci beaucoup. Mouhedine Abache, practice leader cybersecurity chez Neosoft, donc entreprise de services du numérique. Et à vos côtés, Benjamin Leroux, directeur marketing chez Advance. Vous êtes également administrateur au CLUSIF, le club de la sécurité de l'information français. Alors en introduction, même si vous avez pour la plupart l'habitude de manipuler ces concepts, mais pour reposer le décor, je vais quand même faire le point sur les acronymes en essayant de ne pas me prendre les pieds dans le tapis. EDR pour Endpoint Detection and Response, XDR pour Extended Detection and Response, il y a également NDR pour le Network, MDR pour Managed Detection and Response. Donc voilà pour les acronymes. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc peut-être une première question pour nous aider à définir ces outils-là et peut-être avec une particularité de savoir est-ce que cette définition finalement elle est claire, est-ce qu'il y a des frontières vraiment délimitées ou est-ce que ça reste finalement assez modulable. Benjamin Leroux, si vous souhaitez commencer. Oui, bonjour à tous. Donc EDR, on va commencer par celle-là, donc Endpoint Detection and Response. Donc c'est une solution plutôt logicielle qui va venir protéger des endpoints, donc ce qui sera rattaché au système d'information. Donc ce qui est intéressant dans endpoint, c'est que c'est des postes de travail, mais pas exclusivement. Ça peut être des serveurs, des terminaux mobiles. Et donc, l'objectif de l'EDR, il est résumé dans les 2 lettres après le E, donc détecter et réagir. Donc, détecter des problèmes, des attaques, des comportements anormaux et réagir pour pouvoir justement, on ne va pas simplement constater que ça ne va pas, essayer de réparer le problème, donc bloquer, mettre en quarantaine, réagir donc face à l'attaque. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement récent, qui a été, quelques années maintenant quand même, qui a
avait été un peu présenté comme la suite de l'antivirus, sachant que l'antivirus avait aussi eu sa suite qui était le next-gen antivirus. Bref, donc voilà, ça c'est une première étape. Ensuite, ça a été également dit pour d'autres périmètres, pour le réseau, il y a le NDR, donc Network Detection and Response, où là on est plutôt dans le monde de la sonde, mais qui va faire à peu près la même chose, qui va collecter de l'information, non pas sur les endpoints, mais sur les flux réseau, et faire deux choses, donc détecter et réagir, bloquer, mais pas nécessairement bloquer, ça peut être d'autres réponses. Et une fois qu'on a fait ça, on adore les acronymes dans la cyber, on en a rajouté d'autres, on a rajouté des lettres, et on s'est dit, bon, on a les endpoints, on a les terminaux, on a le réseau, et si je veux collecter de l'information, mettre sous supervision un peu tout, quand c'est un peu tout dans les acronymes, quand on ne sait pas trop, on met un X, donc c'est devenu Extended Detection and Response, donc XDR, c'est quelque part collecter de l'information dans le plus de sources possibles, des postes de travail, des serveurs, du réseau, un Active Directory, des solutions d'IAM, encore une fois, pour détecter les problèmes et y répondre le plus vite possible. Et quand tout cela est géré par un prestataire de services type MSSP, type SOC Manager, on parle donc de MDR, Managed Detection and Response, donc toutes ces fonctions externalisées chez un prestataire spécialisé. Alors Benjamin Leroux, vous dites quand on ne sait plus trop, on rajoute des lettres. Justement, on sent qu'il y a une question de définition qui est parfois floue, qui dépend peut-être aussi parfois des éditeurs. Peut-être Mouedine sur justement cet aspect-là. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? Est-ce que vraiment ça recouvre à chaque fois les mêmes réalités? Alors la technologie, non, selon les éditeurs, elle va avoir une réalité et une efficacité différente, mais aussi par rapport au système d'information qu'on va superviser, c'est assez évident. Mais pour répondre à la question, il faudrait se rapprocher des éditeurs. Il y a des éditeurs qui vont vendre un outil qui va être full packagé. Il y en a qui vont être multi-briques. On parlait de Extended tout à l'heure. Dans Extended, qu'est-ce qu'on met? Est-ce que dans les antivirus next-gen, on avait eu du chiffrement de disques, par exemple, pendant longtemps. Aujourd'hui, il y a des XDR qui proposent du chiffrement de disques aussi. Et parfois, c'est des briques qu'on va prendre en plus à notre outil, enfin, qu'on va vendre en plus par rapport à l'outil initial. Parfois, ça va être des outils inclus. Parfois, le XDR est un substitut au SIEM, alors que ça devrait être un complément au SIEM. On va avoir parfois de l'analyse comportementale, parfois de l'analyse via des IOC, parfois on va avoir de la réaction à des APT, parfois on ne va pas pouvoir en avoir. Et en fait, tout dépend de la brique technologique que l'on choisit et de l'interaction qu'elle aura avec le reste du système d'information. Donc on le voit, il y a des réalités diverses, mais il y a quand même un fondement, enfin un socle qui les réunit tous, c'est l'utilisation de données télémétriques, de données vraiment qui en les réunissant en faisceau, vont permettre de détecter, d'alerter, etc. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, Quentin ? Effectivement. Je ne sais pas si on m'entend. Effectivement, donc l'objectif c'est de se baser sur les logs, des choses existantes. On a des systèmes de logs plutôt unifiés. L'objectif de tous les produits, c'est de réussir à les faire converger, de les mettre dans une timeline, de se rendre compte que sur la machine A, à tel instant, il s'est passé telle chose, et que sur la machine B, ensuite, il s'est passé d'autres choses. En ayant donc une console centrale, on se permet d'avoir l'unification de tout ça. En n'ayant que les machines, on pouvait déjà déduire beaucoup de choses. Aujourd'hui, tous les produits vont vers du XDR ou du MDR à long terme, ou même déjà, c'est déjà une réalité, et donc on se permet d'avoir des informations sur le endpoint. Donc le endpoint, c'est pas simplement, c'est ce que disait tout à l'heure Benoît, c'est plus que Benjamin, pardon. C'est plus que le simple terminal de l'utilisateur, ça peut être aussi le DC en fonction de la stratégie de déploiement, et on a aussi les interactions réseau qui peuvent être monitorées. Des fois il y a des sondes, et donc en ayant un panorama plus large, on se permet d'avoir une réponse étendue et donc une meilleure vision de ce qui se passe, et les outils aujourd'hui vont dans ce sens, et c'est utile pour tout le monde, que ce soit pour les prestataires qui managent ces SOC, pour les équipes internes, ou même pour les équipes de réponse à incidents quand ils doivent intervenir dessus, dans le cas où c'est correctement implémenté. Vincent Trelli, c'est vraiment la force de ce genre d'outils, c'est d'agglomérer comme ça diverses sources et de pouvoir avoir une vue plus panoramique en fait. Oui, très important, et le rêve de tout RSSI, c'est l'exhaustivité. Si on descend d'un cran dans le secteur de la santé, le rêve c'est de dire tout ce qui est connecté bénéficie d'un certain niveau de supervision, détection et effectivement réponse. Mais dans un
hôpital, une fois qu'on a traité les 10 000 PC, il y a aussi les IRM, les scanners, les échographes, les robots de distribution de repas, les robots de distribution de médicaments, en fait tous les objets quelque part. Et j'irai même plus loin, l'IoT après, les fourchettes connectées, les tétines connectées qu'on met dans la bouche des bébés pour détecter des paramètres salivaires, etc. Tous ces outils en fait qui gravitent ont une couche numérique, doivent donc avoir un outil pour qu'on puisse à un moment donné détecter des dysfonctionnements de ces outils-là. Et comme c'était précisé, c'est pas suffisant parce que quelque part, j'en discutais hier soir avec un expert qui me disait si le DR clignote, c'est qu'on a raté quelque chose en amont. C'est qu'effectivement, à un moment donné, comment dire, une menace est arrivée sur le endpoint. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça n'a pas été bloqué en amont par justement les choses un petit peu plus traditionnelles qui sont les sondes de détection d'intrusion, le firewalling, la vérification des flux, etc. Donc ça fait partie d'un tout, et d'un tout qui, si on veut que ça tourne, est un caractère d'exhaustivité aussi. Parce qu'avoir 90% du parc couvert et pas les 10 autres pourcents, on n'est pas très à l'aise non plus. On reviendra justement sur cette notion d'architecture. Ces outils-là, seuls, bien sûr, ne suffisent pas. On reviendra sur l'importance justement de réfléchir en mode architecture. On va s'intéresser au secteur plus spécifique de la santé, puisque vous êtes nombreux là aujourd'hui à venir de ce secteur, et c'est ce qui nous intéresse ce matin. Alors peut-être pour débroussailler un petit peu, la santé, on est bien d'accord, faut arrêter avec la psychose, c'est pas forcément le secteur le plus ciblé. Quentin Letiec, vous aviez envoyé un post LinkedIn à ce propos. Mon IRM du genou n'est pas forcément si monnayable que ça, il ne vaut pas si cher que ça, donc c'est pas lui qui intéresse les hackers. En tout cas, le monde de la santé, même si c'est très médiatisé, n'est pas particulièrement ciblé, même s'il l'est. Et donc il y a deux choses, il y a le système de santé donc qu'on pourrait voir comme un système industriel en soi qui peut être attaqué donc pour la valeur monétaire que pourraient en tirer les attaquants en le bloquant. Spoiler, on paye pas, donc ils vont peut-être le comprendre à un moment que c'est pas très utile. Et il y a le côté données de santé où on peut voir des dossiers vendus, mis en vente à des prix certaines fois exorbitants, principalement aux US. Donc on n'a pas la preuve de l'achat de ces données. En France, sur de la donnée française, on n'a pas vu de tri intelligent bien fait, et c'est un peu comme la pièce de 2 € vendue aux enfants, donnée aux enfants. C'est pas parce que la pièce est mise à 600 € qu'elle sera achetée. Et on a vu plein d'articles, une pièce vendue 600 €, c'est pas parce qu'elle est à 600 € qu'elle sera achetée. C'est pas parce que la donnée qui est dessus est bien triée qu'elle l'est réellement. On n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves d'achat. On a plein de concepts où on dit oui, ça pourrait être vendu dans ce cas-là. On nous a donné le concept, par exemple, donc là on est vraiment sur la valeur de la donnée de santé, l'IRM du genou. On nous dit votre données de santé, votre dossier patient est peut-être intéressant pour des assureurs. Je vous promets que si on apprend qu'une assurance a acheté ça, je pense que la CNIL elle va faire 360 directement dans l'assurance, et ça va être plus que des amendes, je pense. Enfin, je l'espère. On est d'accord qu'on retrouve ce genre de choses. Si ça devait être acheté, il y a des enquêtes qui permettent de prouver que ça a été acheté, et par qui? Clairement, en fait, si on apprend que les données d'un hôpital ont été retrouvées brutes ou même triées dans un système d'information pas d'un éditeur, mais d'une banque ou d'une assurance, ça va pas bien se passer, c'est sûr. Et après, sur le système de santé, pas plus ciblé, non. Pourquoi? Parce qu'on a un taux de connaissance. Nous, au CERT Santé, on centralise donc tous les incidents qui se passent, et ils doivent nous faire une déclaration, c'est obligatoire, les établissements de santé. Et donc, on a quand même le panorama de ce qui se passe, on a des chiffres très précis, là où, par exemple, les industries ou les TPE, PME, des fois, ne savent pas à qui s'adresser, ne savent pas vers qui se tourner, ne déclarent pas, et donc on n'a pas toujours une exhaustivité sur le nombre de cas. Donc en santé, pourquoi on pourrait, je crois que dans le rapport de l'ANSSI on est 3e, mais c'est parce qu'on a surtout sur le côté ransomware une déclaration qui est proche des 100% par nos établissements qui nous disent tout. On a une relation de confiance avec les RSSI des établissements pour ceux qui ont des RSSI, et des fois ça va jusque... Des fois on discute directement avec les directions générales pour les plus petits établissements qu'on accompagne aussi dans nos réponses à incidents. Donc sur les stats, on peut paraître gros, mais au final on n'est pas plus sur les stats, ciblé. C'est à peu près 10%, c'est ça, des attaques. Peut-être... Alors c'est peut-être... les stats, en fonction d'où on les regarde, elles sont différentes. Quelle pool de données est celui qui est regardé.
mais voilà. Mais en tout cas, c'est peut-être lié au fait que voilà, la santé est forcément l'indicateur de la bonne santé d'un pays. Hein. Mouedine, c'est ça qui fait que voilà, c'est si sensible et si médiatique. Oui, en fait, en préparant la conférence, enfin la table ronde, on avait échangé ensemble sur. On l'a remarqué ces dernières années. On ne va pas repasser sur le Covid, etc. Et la valeur, l'indicateur qui est notre système de santé aujourd'hui en France représente aussi l'état du pays et la valorisation qu'on peut avoir sur ces équipes médicales et paramédicales. Et c'est important de le souligner. On a dans l'analyse qui est faite là une petite information qui manque, c'est la déstabilisation géopolitique. Et on sait que si l'état de santé de nos services de santé est un indicateur qui permet de mesurer l'efficacité de nos services en France, la déstabilisation géopolitique peut aussi engendrer des incidents sur ces établissements. Je parle d'établissements au sens large du terme, pas forcément hôpitaux, parce que les établissements de santé, que ce soit de proche ou de loin, notamment les laboratoires, peuvent être impactés aussi. On a les Jeux Olympiques qui arrivent et les laboratoires vont jouer un rôle important dans l'organisation et dans le maintien de ces Jeux Olympiques. Et la déstabilisation géopolitique, elle est importante à l'état actuel futur, mais on l'a aussi vu par le passé. On l'a vu par le passé, en 2020, pendant le Covid, des attaques sur des établissements, à l'heure où on applaudissait le personnel soignant, et en même temps on se disait, on a un système de santé qui est pas à l'état de l'art de ce qu'on devrait délivrer. Oui, ça a été un révélateur. Et effectivement, ça mène une transition toute trouvée sur effectivement le contexte, alors je vais dire hospitalier pour faire simple, mais le contexte de la santé en général, même s'il y a des secteurs où on est peut-être plus en avance, mais la tendance s'inverse, c'est sûr, mais on sait qu'on part un petit peu de loin, qu'il y a, voilà, il y a un contexte d'hétérogénéité, de maturité, il y a une obsolescence de certains équipements. Voilà, c'est quoi un petit peu peut-être pour vous, Vincent Trelli, c'est quoi le contexte, le décorum là, en termes de santé pour le côté cyber? Vaste question. Merci. Le système de santé, en fait, je vais être un peu trivial dans mes propos, mais que ce soit bien clair. En gros, avant 2000, il n'y a pas grand-chose. Dans l'hôpital, il y a quelques logiciels qui font tourner les finances et les RH. À partir de 2000, on rentre avec une succession de programmes d'État, Hôpital 2007, Hôpital 2012, Hôpital numérique, Open. On rentre dans la grande phase d'informatisation. C'est-à-dire qu'on passe de rien à tout en 20 ans. Tout est informatisé dans l'hôpital. La gestion des blocs opératoires, l'imagerie médicale, la biologie médicale, la robotique de livraison, tout est automatisé. On en parlait avec un hôpital qui a été sous cyberattaque il y a très peu de temps. Aujourd'hui, le taux d'adhérence est de plus de 95% sur les fonctions support et pratiquement 80% sur les fonctions professionnelles. Ça veut dire que quand un hôpital a été cyberattaqué, les gens glandent à la machine à café. On ne travaille plus sur toute une partie administrative en attendant que ça repart. Les soins, c'est très très perturbé parce qu'effectivement on n'a plus accès à tout un tas d'informations. Pour autant, les médecins peuvent toujours médeciner et les infirmières pratiquer un certain nombre d'éléments. Donc c'est une grosse désorganisation. Donc on a progressé sur ce secteur-là avec des systèmes d'information, je tiens quand même à le rappeler, qui sont, et je le dis au bout de 30 ans d'expérience dans le domaine, les plus complexes que j'ai pu rencontrer dans mon existence, ayant fait de la banque d'affaires et de l'industrie de pointe. Complexe en quoi, là ? Un système d'information de base d'un gros hôpital, ça peut aller jusqu'à 250 applications métiers interconnectées, plusieurs milliers d'équipements médicaux qui embarquent une couche numérique et qui sont aussi connectés, plusieurs centaines de nécessités de connexion externe, temps réel ou occasionnel, et des tas de personnes à qui on demande de coopérer et donc qui ont envie d'ouvrir des flux de communication vers le monde entier. Voilà la réalité. Donc, pour revenir à votre question, un système assez jeune qui s'est construit sur 20 ans très vite, avec des mots oubliés un peu comme architecture, urbanisme, hein, on a plutôt empilé des couches, donc des systèmes d'information qui ont des fragilités. Comme ça a été dit,
des fragilités liées à la situation. Depuis 15 ans, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc une année, on fait 500 000 euros d'économie. Comment on fait? On ne renouvelle pas les 500 PC qu'on avait prévu de renouveler. Et ce qui fait qu'on se trouve aujourd'hui encore avec plusieurs milliers de postes XP ou autres. Donc ça, c'est la réalité. Et on arrive, comme le disait Quentin, à un moment donné, à une augmentation des risques et des cryptovirus. Et je confirme ce qu'il disait, l'hôpital n'est pas visé, il tombe dans les filets, comme les PME, comme les collectivités territoriales, etc. Donc quand on entend qu'un hôpital a été cyberattaqué, souvent le pirate n'est même pas au courant qu'il a cyberattaqué un hôpital, il va le découvrir après, et parfois il est même embêté parce que comme il le disait, on ne paye pas, et en plus il y a certains pirates qui ont un petit peu de morale et qui se disent oh, mince, j'ai autre chose à faire que de perdre mon temps avec un hôpital. C'est pas la cible. Mouedine, vous souhaitiez réagir? Oui, Vincent a donné une analyse qui est hyper intéressante. L'hôpital est là pour accompagner et soigner, et aujourd'hui le personnel médical sait opérer, soigner et accompagner sans l'outillage digital ou numérique. Et ça c'est important, c'est ce qui fait aussi la réussite de la médecine française, et c'est important de le souligner. Et c'est là où on doit nous accompagner de plus en plus, nous tous d'ailleurs autour de la table, parce que finalement on est différents acteurs réunis avec des intérêts différents mais dans le même objectif, c'est d'apporter une certaine sécurité à ces établissements. Et il y a une notion qui est assez importante que j'ai remarqué d'un œil plutôt externe, parce que on ne travaille pas dans des hôpitaux pour le coup directement, c'est l'utilisation de robots. Donc là, c'est là où je vois parler de nouveaux outils pour opérer et pour apporter de l'efficience autour des blocs opératoires. Et je le vois pour des raisons personnelles que j'ai vécues, en tout cas. L'utilisation de ces robots-là, c'est parfois assez problématique, mais ça apporte une nouvelle technologie qui est connectée et ça apporte aussi de nouvelles problématiques autour desquelles on doit se protéger. Et c'est assez intéressant, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Au bloc opératoire, il n'y avait pas de robot connecté à Internet sur lequel on pouvait avoir un support informatisé. C'était pas possible. Quentin, je vous vois réagir aussi, allez-y. Exactement. Donc un hôpital, c'est ce que disait Vincent, il y a plein de choses qui permettent d'informatique qui permettent de le faire fonctionner. Un truc auquel je pensais pas du tout, la commande de repas. Si c'est informatisé, sachez que quand les gens ils peuvent plus manger dans l'hôpital parce qu'il n'y a plus d'accès vers Internet, parce que ça a été coupé, parce que cyberattaque, c'est bien embêtant. On a découvert que des fois, les chirurgiens comme nous en informatique, comme tout le monde, ils ont un outil formidable qui est Internet. Des fois, ils se posent des questions au bloc. C'est fou, mais ils se les posent et ils vont poser la question sur Internet. Et je pense que c'est rassurant que quand ils sachent pas, justement, ils se demandent tel médicament parce que j'ai pas le Vidal sous les yeux, je vais le chercher dans le Vidal. J'ai déjà vu des requêtes vers le Vidal pendant une investigation et j'étais en mode mais c'est super en fait. Mais effectivement le bloc il y aura un chatbot dans quelques mois. C'est vrai. Et le Vidal il est au moins le bloc opératoire il est au moins 2, donc quand ils sont coupés d'internet la 4G elle passe pas. Et ils sont bien embêtés de plus avoir cet usage là. On nous l'a remonté, donc effectivement l'informatique est quand même important. Ils savent faire sans, mais c'est un outil supplémentaire. Et autre chose, peut-être pour rebondir plus sur les EDR, la réponse automatisée, nous sur ce genre d'outils, par exemple un scanner ou quelque chose nous fait un peu peur parce que quand il y a une personne dans le scanner, si on se dit ce log il est un peu bizarre, coupons la machine, je suis pas chaud d'être la personne dedans quoi. Vraiment à ce moment-là je me dis je préfère ne pas être la personne dans le scanner qui vient d'être déconnectée du réseau. Je sais pas exactement son fonctionnement, je pense que quand même les éditeurs font attention et se disent il peut y avoir une coupure réseau, ça se passe bien. À ce moment-là, à titre personnel, je suis pas toujours très confiant par rapport à ce qui peut se passer dans des cas un peu non nominaux. Voilà, et donc effectivement les systèmes d'informatique composent avec du biomed assez ancien. Le biomédical, pour moi, c'est vraiment un point sur lequel les éditeurs ont du mal à intégrer la sécurité parce que les produits sont extrêmement complexes, certains très anciens, et puis ils doivent faire avec la typicité de tous les systèmes informatiques et de leur système industriel qui, pour certains, un scanner, on n'a pas envie de le changer tous les 5 ans. Il faut qu'il fasse 20-30 ans parce qu'il coûte un peu cher. Et pour se maintenir au niveau de l'art de la sécu, 20 ans, c'est extrêmement complexe. Donc on a des stratégies contre ça. Alors voilà pour le décor en termes de santé, les contraintes, les risques. Vous l'avez dit, Monsieur Trelli, les choses ont vraiment bougé parce qu'il y a eu énormément de réglementations, d'incitations, de programmes. Alors j'ai pas trouvé les chiffres d'équipements EDR spécifiques pour l'hôpital, mais je sais que 90% des entreprises, établissements de santé compris, ça c'est un baromètre Césine,
donc 90% des structures qui sont équipées EDR, donc dans les hôpitaux ça a suivi. En cela, est-ce que la réglementation, ça a été, Benjamin, est-ce que ça a été plutôt une contrainte ou vraiment un accélérateur, un levier pour franchir le cap là et déployer massivement ? Alors, juste petit commentaire sur le baromètre du Césin. Donc c'est plutôt des entreprises ou des structures publiques d'une certaine taille. Donc le 90% à l'échelle de l'hôpital, il est peut-être un peu optimiste. Après les établissements de santé étaient compris dedans, mais effectivement compris dedans. Donc on est probablement plus bas sur la somme des hôpitaux, notamment pour les petits centres hospitaliers. Mais c'est quand même une techno qui se déploie de plus en plus. Et après, qu'est-ce qui a fait que ça s'est déployé ? Bon, on en a parlé, hein, une augmentation quand même de la menace, mais d'une manière générale, qui n'était pas ciblée. Et effectivement, du point de vue réglementaire, il y a eu des obligations, des coups de pouce. On prend par exemple le plan France Relance ou ce genre d'initiatives qui ont permis quand même de faciliter l'achat par des structures publiques de solutions de cybersécurité. C'était un plan orchestré par l'ANSSI dans le cadre du plan global France Relance. Donc ça, c'est des choses plutôt positives, même si ce genre d'aide, quand on coupe le robinet de subvention, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on maintient la solution ? Est-ce qu'on peut renouveler la solution ? C'est toujours un peu délicat dans la sphère publique. Et il y a du réglementaire qui incite ou incitera fortement. On peut parler de Nice 2 qui est un des gros sujets de l'année. On n'a pas encore le détail de la transposition française. Est-ce qu'il faudra un SOC, un EDR, quelque chose qui y ressemble, une fonction de détection et de réaction qui s'appellera pas EDR parce qu'on ne veut pas mettre le nom, mais qui fait la même chose? Voilà, il est très probable que si on est une entité essentielle, on soit obligé de mettre un SOC, peut-être pas pour une entité importante. Voilà, ça va aller dans ce sens-là. Au-delà même du réglementaire, il y a quand même une première vague de déploiement d'EDR sur les dernières années dans les centres hospitaliers qui s'est fait plutôt en réponse à la menace qu'en obligation de répondre à une contrainte, ce qui est très bien aussi, puisque quand on le fait sans être obligé, parce qu'on a pris conscience, c'est quand même mieux que de se sentir puni, obligé de faire de la cyber. Alors ça, c'est pour l'incitation parfois budgétaire ou même réglementaire. Après, donc il y a quand même, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même tout le travail du déploiement, du fonctionnement de ces outils-là. Et ce ne sont pas des outils magiques, hein, j'ai entendu souvent ça dans vos bouches. C'est absolument loin d'être des outils magiques. Et donc il faut vraiment préparer le terrain. Il y a une question de timing qui est hyper importante. On ne part pas from scratch en se disant ok, je m'équipe de tout ça. Il faut intégrer ça dans un plan de renforcement global de la sécurité. Et donc, oui, Quentin Lethiec, c'est vraiment une question de timing. Ça n'arrive pas à n'importe quel moment. Et il y a des choses vraiment à préparer en amont. Déjà, le fonctionnement nominal de l'EDR n'arrive pas pendant une réponse à incident. Ça peut être un outil sur lequel on s'appuie pendant la réponse à incident, mais ce ne sera pas un outil qu'on pourra faire fonctionner à ce moment-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui se pense bien en amont. C'est un projet long, ça va demander de l'investissement. C'est un peu comme mon inscription à la salle de sport. Si on n'a pas si on n'a pas décidé d'avoir le temps et qu'on n'a pas un vrai plan et qu'on ne veut pas s'y mettre sérieusement, ça marche bien cette image. Ouais, à la fin, il n'y a que le gérant de ma salle de sport qui est content. Hein, donc, et ça m'a servi à pas grand chose. Donc non, il faut vraiment qu'il y ait un plan pensé, que ce soit un projet, que ce soit itératif. C'est pas magique, ça doit apprendre, ça va fonctionner pour nous dans des systèmes assez entre guillemets instables, parce que vous allez avoir des machines qui run en admin de domaine et on le sait, on n'a pas vraiment le choix. Nous, ça nous fait du mal à chaque fois qu'on le voit, mais c'est la réalité terrain, donc il va devoir s'inscrire dans cette réalité-là. Notre objectif, c'est aussi de faire que ces choses ne soient plus là. Des fois, on ne s'en rend pas compte, on découvre du shadow IT en installant son ODR, mais effectivement, pour que le projet soit une réussite, l'idée, c'est de ne pas l'installer quand c'est le feu, quand c'est la galère, parce qu'on va faire des actions qui sont ultra inhabituelles, et donc il y a de l'apprentissage de ces outils. Je n'utiliserai pas un terme de type IA pour dire ça, c'est vraiment de l'apprentissage, d'après moi. Il apprend des métriques, des habitudes des utilisateurs, et donc si les habitudes ne sont pas les vraies, parce que c'est celle d'une réponse à incident, on ouvre toutes les portes sans se soucier de ce que ça fait, et il va s'adapter à ça et il va être complètement instable. Donc nous, c'est un produit qu'on apprécie utiliser en réponse à incident, quand il est là, quand il est bien tuné, qu'il est bien inscrit, que le fonctionnement est habituel et que tout ce qui était en amont, les pratiques des utilisateurs, principalement de l'IT et le fonctionnement du système est un minimum assaini. Et donc on a essayé de mettre quelques métriques là-dessus pour
Vous préconisez, au CERT Santé, votre audit au RADAD C'est pas le nôtre, on laisse à l'ANSSI au RADAD. Non, donc ouais, les établissements de santé ont la chance de pouvoir avoir l'audit automatisé au RADAD, ADS au RADAD, sur lequel ils peuvent se baser, qui donne un score de 1 à 5 avec des étapes de progression. Pour d'autres établissements qui n'auraient pas accès au RADAD, il y a Pink Castle, il y a Purple Night, il y a quand même pas mal de façons de savoir son niveau de sécu. Le minimum, d'après moi, à avoir, c'est vraiment avoir un niveau 2 avant d'installer un EDR. Niveau 3, c'est idéal. Et le niveau peut monter assez facilement suite à des cyberattaques quand tout est à plat, qu'on n'embête pas le métier. En une semaine, on a vu un établissement monter de niveau 1 à niveau 4 parce qu'ils sont mis sérieusement. Donc, ils ont pris aussi des prestataires externes pour les aider, des experts en Microsoft, pour faire monter le niveau de l'AD. Mais c'est un indicateur, en fait, de santé sur lequel il faut essayer de se baser. Et donc, il y a quand même des chantiers plus prioritaires que l'installation d'un EDR quand tout va pas bien. Mettre un pansement sur une plaie qui est béante et saignante, c'est pas la bonne idée. Il faut peut-être recoudre avant, quoi. Alors, il faut s'attendre donc à un investissement fort déjà, donc en amont. Et une fois qu'on a déployé, le travail s'arrête pas non plus là. Il faut continuer à être vigilant, il faut continuer à s'investir. Il y a une phase de paramétrage, d'apprentissage qui est vraiment primordiale, puisqu'il y a de nombreux, notamment dans le domaine de la santé, de nombreux effets indésirables qui peuvent arriver, donc des faux positifs. Cette phase d'apprentissage, Benjamin Leroux, elle est hyper importante. Il faut que les gens y soient préparés. Oui, c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit en définition, c'est que le gros avantage de l'EDR par rapport à l'antivirus, c'est justement l'analyse comportementale. C'est plus uniquement chercher des maladies qu'on connaît déjà, c'est chercher des choses, des comportements bizarres qui peuvent laisser à penser qu'il y a une maladie. Donc cette collecte d'informations, elle permet de détecter des choses inattendues, mais cette collecte d'informations, elle peut peut-être se faire différemment d'un établissement à un autre, parce que c'est pas exactement la même organisation du réseau, c'est pas les mêmes applicatifs métiers, etc., etc. Donc quand on déploie l'EDR, effectivement, dans la phase de build, de mise en place, il faut intégrer ça. Souvent, au début, l'EDR, il est assez passif, il écoute, il approprie, il mange beaucoup de données pour voir ça c'est normal, ça c'est pas normal. Et puis, progressivement, on va venir activer des modes plus actifs, des modes potentiellement qui peuvent bloquer. Donc, c'est là où l'EDR va déployer son plein potentiel. C'est des choses qui vont prendre quelques mois, justement, pour éviter ce dont parlait Quentin, de bloquer quelqu'un dans un scanner ou de bloquer la livraison des repas juste par erreur parce qu'on a mal configuré, et ce genre de choses fait souvent beaucoup de mal à une solution de sécurité. Si un médecin voit son métier bloqué par la cyber, il va plus jamais vouloir faire de cyber, il va plus jamais vouloir changer son mot de passe et on aura tout perdu. Donc il faut prendre le temps de déployer correctement. Pour autant, ça peut se faire en quelques mois, c'est pas non plus des choses qui vont prendre des années, faut être optimiste quand même, mais c'est important. D'abord on est plutôt à l'écoute, en mode plutôt je détecte, je regarde ce qui se passe, et puis après on va activer les fonctions de réaction. Faut s'attendre à une phase, Mouhidine, par exemple, une phase de combien de mois pour cette phase d'apprentissage-là? Alors, il y a deux choses qui vont se poser. La première, c'est sur quel système d'information. On en a parlé, la diversité technologique d'un système d'information, que ce soit dans un hôpital, dans un laboratoire, etc., rend le sujet complexe. Donc du coup, il y a des phases d'apprentissage qui sont complètement variables par rapport au système d'information, les objets qui s'y trouvent et son envergure, c'est important. Et la deuxième chose, la phase d'apprentissage, elle doit être validée par une VABF, le fait que ça fonctionne bien une fois qu'on met en prod et qu'on arrête cette phase d'apprentissage et qu'on passe en mode détection. Et il y a un sujet qui est important, là c'est notre retour d'expérience pour le coup. Il y a une citation de Joe Biden à l'époque où il était vice-président de Barack Obama qui était intéressante, c'est comment détecter tout ce qui est inconnu. Si l'attaquant est déjà au sein du système d'information, on sait aujourd'hui que les attaquants arrivent, peut-être pas dans le domaine de la santé parce qu'on parlait beaucoup de ransomware tout à l'heure, arrivent à rester un certain temps, entre 9, 10, 12 mois sur un système d'information pour capter de la donnée, comprendre le fonctionnement, puis après réagir et pour le coup être détecté. Le jour où on met en place cette phase d'apprentissage, on a des méthodes assez proches du métier, finalement comprendre comment fonctionne le métier pour détecter un attaquant dormant sur un système d'information. Et le piège principal là-dessus, c'est de ne pas détecter ce qu'on ne connaît pas, en pensant que c'est le fonctionnement nominal du système d'information.
Ouais. Et comment on fait alors pour justement y parvenir? En fait, encore une fois, il n'y a pas de recette magique. C'est comprendre comment fonctionne le système d'information. C'est assez important. Nos analystes, on en parlait hier sur notre table ronde, sont proches du métier, enfin doivent être proches du métier. Toutes les personnes qui travaillent dans le domaine cyber, pas forcément celui de la santé, doivent être proches du métier. On doit comprendre comment fonctionne le système d'information. Et d'ailleurs, pas que le système d'information, on doit comprendre comment fonctionne, comment on travaille dans un hôpital, quand on va préparer un bloc opératoire, comment on va utiliser l'outil pour préparer le bloc, comment on va réserver le bloc opératoire, comment on va utiliser le robot pour opérer, etc. Et comment on va traiter le dossier administratif derrière. Et en fait, plus on va assimiler le mode de fonctionnement avec un certain manuel qualité, plus on va être proche du métier et plus on va être efficient sur la détection et la détection d'une menace dormante. Et est-ce que justement dans le domaine de la santé, Vincent Trelli, cette phase d'apprentissage, elle est d'autant plus importante dans le domaine de la santé parce que vous disiez c'est un domaine très ouvert avec justement peut-être des alertes, des faux positifs qui pourraient être nombreux? Oui, bien sûr. Si vous allumez un outil de sécurité dans un hôpital, vous le sortez du carton, vous l'allumez, il clignote de partout et pendant un certain temps. Effectivement, c'est ce qui vient d'être dit. Il doit apprendre. Voilà. Quel est le contexte? Ok, donc là, on a des fonctionnements de telle manière. On a des matériels obsolètes, mais on va les accepter. Ah bon? Oui, on les accepte parce que sinon, pas le choix. L'échographie marche plus, le scanner, etc. Donc on va dire à l'EDR, ce truc anormal, considère-le comme normal et ne clignote pas à chaque fois. Voilà. Et donc il va falloir comme ça, à un moment donné, effectivement, une phase d'apprentissage sur un certain nombre d'usages. Faudra pas oublier qu'on part toujours de la bonne vieille antienne de la cybersécurité, si on veut faire bien, tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Donc ça veut dire que tout est interdit, tout est fermé, et on va à un moment donné, quelque part, ouvrir des failles. C'est un peu ballot de dire ça, mais c'est un petit peu ça. On va ouvrir un certain nombre de choses parce que il y a une réalité métier. Et la réalité métier, c'est des flux, c'est du matériel connecté qui peut être ancien. C'était dit tout à l'heure. Un gros problème, il est assez simple. Le cycle de vie d'un matériel médical, c'est 15 à 20 ans. Le cycle de vie d'une machine, d'un ordinateur, c'est 3 à 5 ans. Donc on voit bien qu'on a un pépin. Après, ce qu'on peut trouver anormal aujourd'hui, il faut quand même le dire, c'est des industriels qui sont capables de vous vendre des produits absolument extraordinaires en termes d'image en coupe, d'IRM, de reconstruction 3D de votre cœur et compagnie, et qui vont vous dire sans rire, ça tourne sous Windows XP et c'est comme ça. Et là, quand même, pour moi, il y a une sorte de mystère, parce que j'ai vécu ça il y a 15 ans quand j'exerçais, et quand je discute avec des collègues aujourd'hui, ils me disent, mais c'est toujours comme ça. En 2024, tu peux être amené à acheter une IRM à 1 300 000 €, dernière génération de technologie d'imagerie, supportée par un poste sous Windows XP, sur lequel on va vous dire de ne pas installer d'EDR, parce que ça peut planter le fonctionnement de l'IRM. C'est clairement annoncé. Oui. Et donc vous avez le RSSI qui fait une crise cardiaque. Il est réanimé, il explique ce qu'il a à dire, mais le pauvre, il ne va pas faire capoter l'achat d'un IRM. Donc à un moment donné, on va lui dire, on a compris ce que tu as dit, mais on a quand même signé la commande, et tu te débrouilleras avec ça. Donc voilà, pour finir et répondre à votre question, il va falloir apprendre ça. Il y a des comportements à un moment donné aussi. Alors on va aller voir les docteurs, on va leur dire, non mais ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Ils vont vous regarder en disant, mon petit, nous on a un vrai métier, on sauve des gens. Donc tu m'expliques que j'ai pas le droit de faire ça, si tu me donnes pas une bonne raison, je te promets que je vais continuer à le faire. Et donc il faut négocier aussi, essayer de comprendre, et ça permet de corriger parfois aussi. Je vais donner un exemple tout bête. Comment est-ce qu'un médecin légiste qui vient de faire les constatations sur un enfant battu et maltraité, comment est-ce que ce médecin légiste envoie ses conclusions à son collègue de la justice, sachant qu'il n'y a aucune passerelle prévue entre les deux ministères? Il l'envoie par Gmail. C'est triste. Sauf quand on lui dit, mais pourquoi on ne met pas une plateforme? Tu vas le déposer, tu appelles ton collègue de la justice, il va se connecter avec un code que tu lui as donné, une confirmation sur smartphone, et il télécharge le document. Et on arrête de s'envoyer des bêtises, etc. Et donc ça aussi, on peut avoir des technologies, des outils, constater des dysfonctionnements, et après avoir constaté le dysfonctionnement, en profiter pour trouver la solution long terme aussi, en profiter pour trouver...
vous faites plus ça, mais on vous donne une manière de réaliser correctement le besoin. Je voulais vous poser cette question-là plus tard, mais là, c'est maintenant qu'il faut la poser. En fait, ce qui est important, c'est vraiment aussi d'avoir des choses qui soient secured by design, qu'il y ait un vrai dialogue en fait entre tous les intervenants, les établissements de santé, les fabricants, les fournisseurs. Et ça, aujourd'hui, c'est pas le cas, et l'EDR ne pourra pas suffire et arriver après tout ça. Quand je sais pas qui veut réagir. Mais dans l'exemple donné, j'ai une super plateforme à proposer, ça s'appelle CHAP, fait par le gouvernement, et on a plein de plateformes comme ça qui sont proposées que personne ne connaît. Moi, j'ai découvert Resana il y a pas longtemps, un truc gouvernemental super bien pour créer des documents ensemble. En fait, on a plein d'outils mis à notre disposition qu'on connaît pas, certains mis par la culture, d'autres par beta.gouv. On en a plein et on a la chance de les avoir, mais on a souvent la méconnaissance de l'outil. Donc, que ce soit dans les pratiques pour mettre en place un EDR ou dans les outils, on a plein de choses qui sont mises à notre disposition. Peut-être avant d'aller voir le médecin, déjà, l'équipe IT, il faut qu'elle soit clean elle-même, parce que dans les pratiques d'administration, un truc qui va sonner, c'est d'utiliser le compte admin de la déroute, le RID 500 connu des admin 6, un peu trop souvent. En fait, c'est un compte qui est censé être un compte séquestre, ne jamais être utilisé. Il y a des endroits, j'ai été avant dans l'industrie où je sais qu'il était utilisé, j'ai pu le voir, mais dans les hôpitaux, il est des fois trop utilisé. Ne pas avoir de compte d'administration nominatif, ça, il y a certains EDR en fonction de la granularité qu'ils ont, ils vont le remonter. Donc c'est une mauvaise pratique. Dans un premier temps, pendant la phase de tuning, nous on l'estime à 3-6 mois minimum, on va se rendre compte qu'on a plein de shadow IT, qu'on a plein de mauvaises pratiques, qu'il faut balayer devant sa porte et qu'après on pourra aller voir les utilisateurs pour leur donner des conseils en allant du plus haut niveau, donc de ceux qui ont le plus de droits vers ceux qui ont le moins de droits dans le système, et qu'avec cette méthodologie, c'était vraiment l'idée, c'est que nous on veut pousser, c'est l'EDR, c'est bien s'il a une méthodologie, que ce soit en termes d'installation sur le parc. Objectivement, il faut le mettre partout où c'est possible. Si votre éditeur de scanner vous dit non, vous pouvez pas le mettre sur tel poste, il y a des cas de compromission où tel poste il s'est fait poncer en réalité, des endroits où il n'y avait pas l'EDR parce que l'attaquant il n'a pas trop de mal à détecter où est l'agent où il ne l'est pas dans sa découverte, et donc je crois que Benjamin, tu as un cas aussi où ils sont passés hors des radars en passant sur un autre type de machine, non ? Oui, juste avant de réagir sur le cas, moi je voulais juste dire, l'EDR c'est quand même bien. Enfin, c'est pas miracle, mais ça a permis quand même d'élever le niveau de sécurité dans pas mal de contextes. Simplement déployer l'EDR, même au début, pendant la phase d'apprentissage, on allume la lumière sur des pièces qui sont souvent restées dans le noir pendant longtemps. Donc on voit des toiles d'araignée, on voit des choses qui font un peu peur, donc on peut faire un premier ménage. Et après, comme disait Quentin sur la salle de sport, c'est une gymnastique. On va regarder les alertes, on va les traiter et on va vraiment gérer sa sécurité. Donc en ça, c'est quand même extrêmement précieux et on est convaincu que ça a apporté beaucoup. Alors il y a plein de prérequis, etc. Et effectivement, c'est pas miracle parce que l'EDR, si on l'a pas mis partout, c'est la faute à pas de chance, ou pas, ou les attaquants sont malins, ça dépend du point de vue. Mais voilà, j'ai mis 80% du parc couvert, ils sont passés par les 20%, une petite machine oubliée qui accédait à distance par un prestataire de maintenance qui se connecte une fois par an, dont le mot de passe est toujours le même depuis 5 ans, ils vont passer par là. Donc voilà, ça apporte beaucoup, mais il y a toujours évidemment des petites exceptions, des petits trous. Mais je voulais quand même redire que c'est quand même positif. C'est pas magique, mais je trouve que ça apporte quand même beaucoup. Bien sûr, mais ça reste indispensable. Mouedine, oui. En fait, il y a un vrai sujet qu'on vient de un peu tous évoquer, c'est l'engagement des fabricants, éditeurs à maintenir en conditions opérationnelles leurs outils. Ça semble exemplaire, puisque les outils semblent fonctionner en tout cas. Par contre, les maintenir en conditions de sécurité, ça semble pas être aujourd'hui dans les mœurs. Et du coup, c'est un vrai sujet. Nous, dans le domaine de la cyber, on est acculturés à ce sujet-là. Je prends avec Advance, on est tous les deux fournisseurs de services. Il est évident, primordial, que nos services de détection soient à l'état de l'art en termes de maintien en conditions opérationnelles, mais aussi en conditions de sécurité. Si nos outils de détection, je prends en incluant les EDR, les XDR, les CIEM, tout ce qu'on peut avoir comme outillage, même en incluant la CTI, si c'est pas à l'état de l'art, on se rend aveugle sur les systèmes qu'on supervise. Et comment on réagit? Là, c'est pour le coup un manque de moyens qui est sûrement, je parle au conditionnel, réel. Comment on réagit quand on n'a finalement pas l'approbation ou pas le soutien des éditeurs, des fabricants
sur le maintien en conditions de sécurité. Et on l'a vécu dans l'industrie il y a quelques années, quand on avait des automates qui étaient vendus par certaines structures qui globalement vendaient un maintien en conditions opérationnelles excellent, à la hauteur. On ne parle pas de prix, on parle vraiment de performance. Par contre, on nous dit mais nous on ne maintient pas en conditions de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire évoluer le code, on ne va pas faire évoluer le firmware, et du coup il va rester comme ça pendant 5 à 10 ans. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et du coup, la solution elle a été contractuelle. C'est les industriels se sont mis en tête de contractualiser le maintien en conditions de sécurité comme on contractualise le maintien en conditions opérationnelles. Et c'est quelque chose qui est encore assez difficile et qui ne rentre pas forcément dans les mœurs dans le domaine hospitalier ou médical, paramédical au sens large. Quentin ? Et sur ce point-là, c'est vraiment l'enjeu qui est derrière. L'enjeu sur une société, on va prendre un grand groupe français qui fait des voitures, ça vous savez pas duquel je parle. Il y en a plusieurs, c'est ça qui est pratique. Si il se fait poncer par un ransomware, il perd de l'argent. Un hôpital, si vous tapez au bon endroit, c'est pas de l'argent que vous faites perdre, c'est un enjeu supérieur. Et donc, c'est pour ça qu'avoir des outils, ça peut être utile. Les automatiser, nous, on reste quand même plus ou moins frileux sur certains endroits très précis dans le système. Sur les endpoints, globalement, le PC portable du praticien, il y a peu de chances que ce soit dangereux de le faire, mais il y a des endroits stratégiques et donc il y a aussi une stratégie de déploiement de l'EDR et déploiement partout, une stratégie de réponse, là où il fera des actions automatiques ou semi-automatiques. En gros, il peut vous envoyer un mail et vous dire « Est-ce que vous voulez isoler telle machine ?» On appelle le service, on lui dit « Est-ce que tu es en train de l'utiliser ?» Oui, non. Non, je l'isole. Oui, j'attends la fin de ton intervention pour l'isoler. Et donc, il y a aussi une stratégie des actions du playbook qui va être mise en place. Donc, soit vous le faites en interne, soit vous le faites avec vos prestataires. Et c'est vraiment important de la travailler parce que si elle n'est pas faite, au moment où l'attaque arrive, ou au moment où on détecte qu'il se passe quelque chose, si on ne sait pas quoi faire ou si on coupe automatiquement, on peut créer un impact qui n'avait pas lieu d'être. Justement, sur le côté gestion suivi des alertes qui sont proposées, est-ce qu'un établissement de santé peut, lui, gérer ça en interne? Donc ça, on parle de tout le côté managed, dans le MDR notamment. Voilà. Est-ce que l'hôpital peut faire ça en interne ou est-ce que ça semble nécessaire d'avoir recours à un service managé? Vincent Trelli, sur cette question. C'est une question. Oui, c'est une question que doivent aujourd'hui se poser, que doit se poser le système de santé. Le système de santé, il est comme d'autres systèmes, il arrive à un degré de maturité où à un moment donné, il faut s'asseoir autour de la table et se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Voilà. Moi, je pose la question aujourd'hui, est-ce que c'est au système de santé de recruter, de maintenir 10 000 techniciens cyber pour faire tourner des EDR dans les 3 000 hôpitaux de France? Je ne sais pas. L'État n'a pas donné la réponse. En tout cas, les hôpitaux font comme ils veulent. C'est-à-dire qu'un hôpital aujourd'hui pourrait décider de dire « moi je recrute 5 personnes et j'ai une équipe ». Est-ce que l'hôpital a les moyens pour faire ça? C'est le cas dans certains, ça a été fait. Il y a certaines équipes où le SOC et l'EDR, enfin le management du CERT est interne. On a des cas où c'est externalisé. C'est ça. Il n'y a pas de bonne réponse d'après nous. Plus ils sont gros, plus l'internalisation a quand même une utilité et efficiente parce qu'il ne faut pas être seul derrière l'outil. Il faut quand même une équipe assez grande. Donc plus ils sont gros, c'est ça. C'est une question d'échelle. Et puis ce que disait Quentin, à un moment donné, moi je pense qu'on peut se retrouver après dans une bonne vieille règle des 80-20, c'est-à-dire tout est traité de façon industrielle et de façon éventuellement externe sur 80%, et puis il y a des subtilités. Et les subtilités, elles nécessitent effectivement une connaissance métier, et cette connaissance métier, finalement, elle est à l'intérieur. Donc on va trouver des modèles comme ça, qui vont être hybrides, entre des endroits où par la force des choses, ils n'auront pas de ressources pour opérer et ils vont chercher à faire opérer pratiquement 100%. Et puis à l'inverse, des endroits où on a du staff. Il y a souvent les gros hôpitaux, les CHU, où il y a un peu de monde et on peut à un moment donné se dire non seulement on a des outils, mais on est capable d'avoir une équipe qui les exploite, qui les fait évoluer, qui leur apprend, etc. Et puis on pourrait, troisième choix,
c'est aussi ce que le programme CARE, cyberaccélération et résilience des établissements, ouvre la porte à la mutualisation aussi, de se dire à un moment donné, pourquoi est-ce que les 10 hôpitaux d'un département ne montraient pas une équipe départementale qui finalement est en charge de superviser et faire fonctionner les EDR sur tous les hôpitaux du département, et pourquoi pas au niveau régional. Donc tous les modèles sont entendables sur la table, et on va voir les choses un petit peu évoluer en fonction des contextes. Il y a vraiment une question de curseur, effectivement, Mouhedine, sur ce management-là. Alors non, on va être un peu jugé parti parce qu'on propose ces services, donc du coup, mais il y a une question qui est assez importante. Vous avez juste dit un mot avant la réponse. Les moyens. Que ce soit en interne, en mode hybride ou externalisé, il faudra des moyens. Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est quels moyens on donne aux services de santé pour avoir accès à ces services-là. Que ce soit en interne, encore une fois en hybride ou en externe. Et une des clés de réussite, c'est trouver des solutions à cette réponse. Et je pense que même aujourd'hui, beaucoup dans la salle se disent mais ok, mais tout ce qu'on vient de dire là, s'il n'y a pas de moyens, finalement, il n'y a rien qui est applicable. Et du coup, je pense qu'il faut aller vers les moyens. On en a cité un qui est assez bon. On parle de centrale d'achat, mais plutôt de regroupement de structures pour acheter un service cyber. C'est des choses qui se font de plus en plus. On l'a vu dans d'autres domaines, sur les agglomérations, régions, communes, etc. Et du coup, ça commence à se développer sur les services de santé. C'est quelque chose sur lequel nous, on amène. Et évidemment qu'en tant que service manager, plus il y a de volume, plus on arrivera à réduire les coûts et plus on réussira à s'adapter aux moyens qu'il y a dans ces services-là. Et en plus de ça, on en a parlé tout à l'heure, je pense que nous, on doit être acteurs pour aider ces services de santé. On en parlait, je sais que ça va faire grincer des dents certaines ESN. Attention, on en est une chez Neosoft et on propose ce service-là. Et je pense que comme les avocats, les services juridiques ont des actions pro bono accompagnées dans le public et dans le social, parfois gratuitement ou à moindre coût, il faut que nous aussi on accompagne au moins sur un état des lieux de sécurité pour pouvoir définir des stratégies de développement, des feuilles de route et pourquoi pas des budgets pluriannuels sur lesquels on pourrait accompagner les services hospitaliers. Et ça, c'est important. Et je pense que vu le nombre de SN qu'on a aujourd'hui réunis sur le salon, si on se mettait tous à dire on offre 10 jours hommes pour accompagner, on aurait une très belle action sociale et d'utilité publique. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans la salle qui serait super intéressé par ce projet. Je vous laisse en parler avec vos amis. Mais effectivement, pourquoi pas. Quentin, je vous vois souhaiter réagir et Benjamin aussi. Et sur le terme de regroupement, il y a quelque chose d'assez naturel qui est le GHT, groupement hospitalier territoriaux, qui existe déjà. Donc on a des cas où il y a des EDR qui sont managés en interne au niveau du GHT. On a des cas où c'est de l'hybridation, c'est manager toute la partie technique en externe et la connaissance technique est en interne par un analyste interne qui répond à toutes les questions. Dans tous les cas, il faudra toujours quelqu'un en interne. Un SOC managé avec personne en interne qui est capable de lever le doute sur les interrogations, ça sert à rien. Soyons honnêtes, c'est là, ça voit des choses et en interne, on a éteint l'écran. C'est-à-dire, on dit super, on a des mails, mais on les regarde pas, on sait pas ce qui est en train de se passer, on n'est pas capable de démystifier cette alerte. Un log, il peut être légitime en fait, il peut être ultra atypique. Pas prévu, 3h du matin, l'admin se connecte parce qu'il a pensé à un truc dans son sommeil, j'en connais qui font ça, c'est pas bien, et il va faire son action, ça va sonner quoi. J'en ai vu qui dénoncent leurs collègues, mais on est tous comme ça. Et ça va sonner parce que c'est pas dans les heures prévues, parce qu'il l'a pas fait bien, parce qu'il était 3h du matin, il s'est pas connecté par le bastion correctement, c'est pas bien. Mais c'est une réalité, donc il faudra derrière pas monter une crise, il faudra juste dire ouais c'est moi, désolé, j'aurais pas dû faire comme ça. Et donc il faut toujours qu'il y ait une interaction entre le service, que ce soit interne, managé, et les équipes sur le terrain, et même au terme d'un GHT, on prend le cas du CHU, on va dire le CHU de Lille, il ne sait pas exactement ce qui se passe à... Je ne connais pas de CH dans le coin. Je donnerai pas de... Armentières. Aïe, aïe, aïe. Il ne sait pas exactement ce qui se passe au sein du CH d'Armentières en termes de pratique IT. Et donc, il faudra qu'il y ait quelqu'un du CH d'Armentières qui lui dise...
voilà, ça c'est normal, ça c'est anormal, on a détecté ou pas. Benjamin souhaite réagir. Alors, effectivement, sur la partie service manager, là j'enlève la casquette exclusive, je mets la casquette advance, on fait du service manager. Moi je pense quand même que c'est nécessaire dans beaucoup de structures, hein. Il y a quand même un gros problème de ressources, d'une part budgétaire et après humaine, hein. Recruter des experts cyber, on le dit tous les ans aux filles, tous les ans dans tous les événements cyber, c'est compliqué pour un hôpital. Fidéliser des experts cyber, c'est compliqué parce que traiter des alertes toute la journée dans le même contexte, dans la santé ou dans un autre secteur, ça peut lasser. C'est quand même des activités, la sécurité opérationnelle, le SOC, qui sont difficiles à gérer d'un point de vue RH dans la durée. Donc voilà, nous, pour donner un chiffre, on opère environ 250 000 endpoints sur plusieurs dizaines d'hôpitaux. Donc il y a quand même un vrai besoin. Alors effectivement, il y a des gros hôpitaux qui internalisent, mais il y a aussi des gros hôpitaux qui externalisent. De la même manière que dans le privé, il y a des grandes boîtes qui construisent leur SOC, il y en a d'autres qui externalisent. C'est vraiment des choix de stratégie. Mais je pense que voilà, on serait ravis qu'il y ait plus de moyens, qu'il y ait plus de mutualisation. À l'heure actuelle, il y a quand même besoin d'un marché de managed services parce que sinon ça n'avancerait pas assez vite, quoi. Il y a quand même voilà, il y a eu une petite, alors ça a bien avancé ces dernières années. Moi, je trouve qu'il y a quand même une super dynamique et il faut s'en réjouir. Il y a encore plein de choses à faire, mais voilà, toutes ces réflexions d'essayer d'internaliser, de mutualiser, etc. Peut-être que ça va prendre plus de temps que nécessaire face à l'intensification des attaques. Merci pour ces précisions. Le temps passe et je voudrais avoir le temps de vous poser quelques questions peut-être plus pratiques, notamment sur c'est quoi les critères pour choisir ce type d'outil. Quels sont les critères? Vincent Trélier, vous me disiez en préparation, en fait, le nerf de la guerre, c'est la base de données qui est considérée par les outils. Alors j'irai plus loin. Oui, on en a parlé un petit peu au début. Pour choisir, bon, déjà faut tester, je pense. Hein. On peut tester, regarder ce que ça donne. Mais oui, au bout du bout, moi je chercherais à savoir comment est-ce que l'éditeur qui propose cette solution, si je devais l'acheter pour mon hôpital, je chercherais à savoir comment il fait évoluer en permanence sa base de connaissances, sa base d'événements. Et avec un espèce de monde idéal où je me dirais un jour, la base d'événements qui peuvent se produire sur le PC, c'est une base mondiale interconnectée entre je ne sais pas combien de millions d'acteurs, et tous les jours, elle entre des nouveautés de problèmes qualifiés qui fait que je bénéficie d'une technologie qui est, je dirais, à l'état de l'art, unifiée quotidiennement et qui me donne de l'information sur mes postes vraiment extrêmement fiable. Plutôt que de discuter avec des sociétés concurrentes qui disent moi j'ai la meilleure base, etc. Ouais. Peut-être que finalement il y a l'industrie en tant que telle, mais il y a la banque de données à laquelle elle se réfère. Et c'est plutôt ça qui m'intéresse. Ce serait ça votre critère. Mouhedine, est-ce que vous avez des éléments à donner en termes de critères de choix, en tout cas peut-être être bien conscient de ses propres besoins? Oui, être conscient de ses propres besoins, mais être conscient de où on en est aujourd'hui. C'est oublions le DR, l'XDR qui sont à la hauteur. Hein, d'ailleurs, je vais même être un peu agaçant pour les éditeurs. Hein, ils se ressemblent un peu tous et l'objectif c'est de répondre aux mêmes problématiques. Donc globalement, dès qu'il y en a un qui va faire une évolution, les autres vont suivre et c'est tant mieux. Hein, ça veut dire que c'est un marché qui est en plein développement et qui est dynamique. En plus, on est jugé parti parce qu'on a, comme Advent, sûrement des engagements partenariaux, donc du coup avec les éditeurs. Donc je ne vais pas parler forcément de ces outils-là, mais je vais aller un peu plus bas. Finalement, l'étape 1, où est-ce qu'on en est sur l'état de l'art de la sécurité de mon système d'information aujourd'hui? Est-ce que je suis capable d'analyser mes processus métiers, mes processus IT, les vulnérabilités présentes sur mon système d'information de manière assez bas niveau finalement? Est-ce que j'ai une CMDB? Est-ce que j'ai une liste d'assets? Et une fois qu'on a l'ensemble de ces données-là qui vont être analysées, là on va pouvoir mettre en place un plan d'action pour améliorer la sécurité du système. Ouais. Et finalement c'est assez...
cohérent dans la genèse même de la cyber. N'allons pas très loin, juste commençons par la base. Je veux une photo, un état de mon état de santé, de l'état de santé de mon système d'information en matière de cybersécurité. Un état des lieux, une image, et après on développe un plan d'action. Et alors, puisqu'il nous reste très peu de temps, mais je voudrais avoir votre vision à chacun pour l'avenir. Vous les voyez évoluer vers quelle tendance? Qu'est-ce qu'il faudrait couvrir à l'avenir et qui n'est pas encore couvert aujourd'hui? Quentin, je vous laisse la parole pour vos souhaits à l'avenir sur ce type d'outils. En termes de souhaits, aujourd'hui on a quand même un panorama avec les logs réseau, mélange NIDS, IPS, sondes assez complet. Déjà l'utiliser correctement, c'est-à-dire avoir une corrélation des logs plus profonde, mais c'est en train de se faire. L'avantage qu'on a, c'est ce qu'on disait, ils se ressemblent tous. Nous, quand on intervient sur un EDR, ce soit un Sentinel, un Harfang ou un M365 for Endpoint, c'est la même chose, la console se ressemble. On a juste à cliquer dans d'autres onglets. Désolé les éditeurs, mais ça copie un peu l'un sur l'autre. Et c'est très bien, nous, ça nous uniformise l'outillage, c'est très pratique. Donc sur les évolutions, quand il y en a un qui aura une bonne idée, les autres vont suivre à plus ou moins long terme. Nous, ce qu'on aimerait, c'est un peu le côté open source qu'on défend autant qu'on peut, c'est d'avoir des feeds MISP ou des feeds de CTI bien construits sur lesquels pourraient s'adosser les outils. En fait, ils fonctionnent avec, entre guillemets, une base de données, mais avec des feeds. On a celui du circle.lu, nous, qu'on utilise. Il y en a plein qu'on utilise. Et c'est très utile, donc avoir des outils autour. En soi, l'outil en lui-même, c'est pas si important aujourd'hui, c'est faire beaucoup de choses, c'est la base de connaissances sur laquelle il s'appuie, et si elle pouvait être la plus large possible et la plus consolidée possible, ce serait le mieux. Voilà. La base la plus large, Vincent, vous parliez, vous, en début aussi, couvrir des secteurs qui ne sont pas encore, enfin des équipements qui ne sont pas encore couverts, type l'industriel, le biomédical. Ça, c'est important que ça rentre dans le périmètre. Ça me semble essentiel. Je pense que la santé va être un des plus gros générateurs d'IoT. Ce qu'on dit, les objets, parce qu'on va en mettre plein chez les patients. On veut laisser les patients chez eux. On va les monitorer à domicile. On va les observer, on va leur mettre des capteurs, des montres, des piluliers connectés qui s'ouvrent à la bonne heure, etc. Tout un tas de sujets. Pourquoi? Parce qu'on est engagé dans la révolution ambulatoire et dans l'hospitalisation à domicile. Quand on entend chaque année, j'en profite pour le dire, après c'est discutable ou pas, quand on entend chaque année depuis 20 ans que les gouvernements ferment des lits dans les hôpitaux, oui c'est normal. C'est normal parce que à un moment donné, l'objectif est de garder le moins possible les gens à l'hôpital parce qu'ils le souhaitent. Donc c'est, on est en ambulatoire, on vient le matin, on part le soir, ou on vit sa convalescence chez soi. Donc on va mettre tout un tas de capteurs et d'outils. Ces outils, ils vont embarquer une couche numérique, ils auront un OS, ils auront quelque chose, ils auront des modalités de communication. Donc c'est des devices. Donc à un moment donné, oui, il va falloir que les détecteurs de menaces, les protecteurs de ces outils s'étendent et ne fassent pas que le PC, mais aussi le smartphone, mais aussi le thermomètre connecté, mais aussi le pilulier, mais aussi le robot à domicile qui interagira avec les personnes âgées. Je vous rappelle que les personnes âgées, on en a 20 millions qui arrivent là, et on a 600 000 places dans les EHPAD. Donc on ne va pas les mettre à l'intérieur. Je ne sais plus tout à fait le chiffre de 600 000. Enfin en tout cas, on a toute la génération des baby-boomers qui arrivent. Il n'y a pas de place pour eux. Il n'y en a pas dans les maisons de retraite aujourd'hui. Donc il va falloir les maintenir à domicile. C'est ce qu'ils souhaitent en plus. Donc ça veut dire de vrais enjeux sur tout un tas d'objets communicants qui vont devoir être fonctionnels et fiables. Donc un périmètre plus large. Benjamin Leroux et Mouhedine Abache, si vous souhaitez aussi me donner votre vision d'avenir. L'avenir, c'est déjà pour les centres hospitaliers de se dire que si on a commencé par l'EDR, on continue la trajectoire SOC en intégrant d'autres périmètres. Donc on parlait de NDR pour le réseau, le XDR ça peut être ajouté des choses autour de l'identité de l'Active Directory. Donc déjà il y a quand même un marché existant qui permet à l'hôpital de se créer son propre avenir, on va dire, en matière de déploiement de solutions de détection et réponse. Et après, effectivement, pour moi, une des attentes fortes, ça va être les composants un peu bizarres dont on vient de parler, qui ne sont pas un ordinateur ni un morceau de réseau, qui notamment le biomédical et l'IoT médical qu'il va falloir intégrer dans tout ça.
Merci Mouedine. Je vais pas être super innovant, mais je vais prendre un concept qui a beaucoup marché dans le domaine industriel, c'est revenir sur des bases simples de la cybersécurité. On parlait tout à l'heure de communautaire. Il faut savoir que la cybersécurité, à la base, c'est un sujet communautaire. Donc il faut que la communauté se crée autour de la cybersécurité, enfin, la cybersécurité des systèmes de santé, pardon, pas industriels, et revenir aussi sur comment on emmène un système d'information lambda vers un système d'information sécurisé. Revenir sur des états des lieux, travailler en bonne intelligence avec nos confrères des CERT ou des CCIRT, les éditeurs, les fournisseurs de solutions, les fabricants. On parlait tout à l'heure de maintien en conditions de sécurité. Et finalement, je pense que même la conclusion, c'est le travail en bonne intelligence de l'ensemble de ces acteurs-là fera le moyen pour améliorer. Très bien, merci beaucoup. Quentin, je vous vois lever le micro vraiment de 1 minute. Exactement. J'essaye de faire très vite. Non, mais tous les outils aujourd'hui qui vont arriver, il faut qu'elles aient de la security by design. Et si c'est de l'OT, parce que ça a de la batterie, ça dure pas longtemps, que ça peut pas embarquer un agent EDR, ayez au moins un système de log interne et intègre. Le nombre de fois où on n'a pas de log et qu'on peut rien regarder, c'est insupportable. Et s'il y a la possibilité, parce que c'est en réseau, parce que c'est de l'OT, ces logs, vous n'avez pas de disque dur sur place, envoyez-les, concentrez-les à un endroit. Le jour où il y a un problème, on pourra aller les regarder et on peut même mettre une console à cet endroit-là, type agent EDR ou type SIEM, sur ces logs pour dire « Attends, il y a tel truc OT à tel endroit, avec telle adresse MAC, il merdouille, il faut regarder. » quoi. Et donc si on a des logs complets intègres, que ce soit dans le SI ou sur les OT, eh ben, on va pouvoir avancer. Et donc aujourd'hui, je pense que ceux qui seront choisis, et on l'espère dans ces cas d'usage, seront ceux qui auront prévu ces choses-là depuis le début. En fait, je vous vois trépigner, alors vraiment un micro-mot. Et on sur les systèmes de là. transport autonome, je prends un autre sujet. Sur les systèmes de transport autonome, il n'y avait pas de standard pour la sécurisation de ces systèmes de transport, et ça va arriver, notamment via des organismes de normalisation. Il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas de normalisation autour de la sécurité des systèmes de santé. On pourrait, avec nos confrères d'organismes de normalisation, sans vouloir prêcher pour l'un ou pour l'autre, avoir ce sujet qui se met sur la table. Très bien. Merci beaucoup à vous les intervenants. Merci pour la richesse des échanges. Merci à vous pour votre présence et bonne continuation sur le forum. Merci.